Bonjour à tous. Bon, Bitcoin est à 87 650 dollars au moment où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes en bas de range, hein. Vous voyez ici, on est sur Bitcoin en weekly, donc une bougie égale une semaine de cotation. Et vous voyez que depuis tout ce temps, en fait, on est en train de travailler cette zone-là, d'accord, qui est la bougie qu'on a fait, qu'on a exécutée sur la semaine du 17 novembre 2025. Et vous voyez que depuis, en fait, on est simplement d'un point de vue de corps de chandelle, hein, vous voyez qu'en clôture, on est simplement en train de travailler cette zone qui est tout simplement une phase de range. On a eu une jolie déviation haussière juste là. On est en train d'exécuter une déviation haussière, hein, jusqu'à preuve du contraire. Nous n'avons pas clôturé franchement et réellement en dessous de cette zone-là, qui est la zone entre 86 008 et 86 000 dollars. On n'a pas clôturé en dessous, on est simplement venu récupérer la liquidité qui se trouvait en dessous, comme on avait pu faire ici, ici ou même ici. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour les semaines à venir. Je vais vous donner mon point de vue, hein. Vous connaissez mon mon point de vue, ma stratégie, hein, c'est une stratégie quantitative. J'analyse beaucoup d'indicateurs, je les synthétise et j'en fais du coup une stratégie. J'adapte mon portefeuille en fonction de ces indicateurs-là pour tout simplement adapter mon portefeuille. Est-ce que j'investis 30% de mon portefeuille, 50%, 100%, 0%? Et en fait, au fil de l'eau, je vais faire évoluer cette exposition. C'est ce qu'on appelle la gestion de risque pour pouvoir être exposé de manière rationnelle au marché. Donc tout simplement, quand j'estime que le marché a d'énormes probabilités d'aller à la hausse, je vais investir entre 70 et 100% de mon portefeuille en crypto. Ensuite, je décomposerai en fonction de la Bitcoin dominance et des configurations du Bitcoin et des altcoins. J'adapterai mon portefeuille pour savoir si mon exposition crypto, je la fais plutôt en Bitcoin, plutôt en altcoin, plutôt les deux, etc. Et ensuite, je détermine si je pense que nous sommes dans une probabilité d'avoir une phase baissière. Je détermine si je vais exposer mon portefeuille à hauteur de 0, 10%, 20% de mon portefeuille en crypto pour me désexposer petit à petit et pouvoir profiter potentiellement d'un rebond, mais pouvoir me protéger surtout d'une phase de baisse. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va regarder un petit peu ce qu'on a actuellement, quels sont l'état de nos indicateurs. Et déjà, je voudrais commencer par une première chose qui est le gold et l'argent. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont un impact très très important sur la valorisation du Bitcoin actuellement. Il faut comprendre que on a une quantité finie d'argent. Alors, il y a la planche à billets qui tourne, etc., hein, on le voit, hein, on a le bilan de la Fed qui ne fait qu'augmenter, hein, d'ailleurs, depuis le 1er décembre, date de la fin de, justement du quantitative tightening, d'accord, donc la phase pendant laquelle la Réserve fédérale américaine est venue réduire son bilan, donc vendre les actifs qu'elle avait achetés auparavant, eh bien vous voyez que depuis le 1er décembre, ici, date de fin du quantitative tightening, on a une reprise du bilan de la Fed, une reprise haussière, qui nous montre que justement on est potentiellement sur un point bas sur les actifs à risque, un bottom local, et du coup, un retour de la planche à billets, ça veut dire qu'on va retourner sur une phase d'expansion monétaire. Et vous savez que l'argent, quand il arrive qu'il est imprimé de nulle part, il va bien quelque part. Alors il va dans du dollar, il va dans de l'euro, il va dans de l'or, il va dans du gaz, du pétrole, de ce que vous voulez, mais il finit aussi par aller en partie dans les crypto-assets et donc le Bitcoin, les altcoins, etc. Donc pourquoi je vous parle de l'or et de l'argent? Parce que tout simplement, si on part du principe qu'on a une quantité finie de monnaie, d'accord, de monnaie fiduciaire, eh bien forcément, d'accord, même de capital, hein, je veux dire, même si on prend l'immobilier, même si on prend tous les actifs qui existent sur cette terre, eh bien évidemment c'est une quantité finie. Donc quand un actif monte, forcément c'est au détriment des autres. Les personnes qui actuellement sont en pleine phase de spéculation sur l'argent, qui ont vu du coup la valorisation, qui ont produit du coup une augmentation pratiquement de x3, même de plus de x3, x4 sur les 8 derniers mois sur l'argent, et bien évidemment, les personnes qui ont investi massivement là-dedans, qui ont mis de l'argent dedans, elles auraient pu le faire ailleurs. Elles auraient pu mettre l'argent sur l'ensemble des autres actifs. Elles ont choisi de le faire ici parce que justement la tendance était très fortement haussière. Bon, là, on retrouve une situation qui est similaire à celle qu'on avait pu avoir en 2011 et en 1980.
On va regarder ça un petit peu dans le détail parce que, selon moi, la rotation de capitaux a eu lieu et on est en pleine phase expansive de bulle. Alors ça, selon moi, je suis pas non plus... il n'y a pas besoin d'être prix Nobel pour savoir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on est probablement pas très loin de notre phase de top. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vais pour ça vous montrer le ratio gold sur silver. D'accord? Ensuite, je vous montrerai une information super importante qu'on a eue sur Bitcoin le vendredi 23 janvier. Il y a maintenant 3 jours, on a quelque chose de très important qui s'est produit et que je vais vous montrer juste après. Donc ici, on prend le ratio gold sur silver. Donc ça, l'avantage de ce ratio-là, c'est de permettre de regarder les phases haussières, qui sont les phases sur lesquelles l'argent du coup augmente moins vite que l'or, donc l'or surperforme l'argent, et les phases de baisse où on a l'argent qui surperforme l'or. Bon, déjà, ici, on observe des comportements qui sont assez répétitifs. On observe qu'on est quand même dans une phase de range, d'accord? On est à peu près à l'intérieur de cette zone-là depuis un long moment, d'accord? Donc, on a l'or et l'argent, donc l'or qui se paye entre 40 fois et 100 fois l'once d'argent. Donc, vous pouvez avoir, quand on est au top, vous pouvez avoir une centaine d'onces d'argent pour une once d'or. Et quand on est vraiment sur les phases de bottom, on est plutôt à 40 fois. Donc vous voyez, on évolue dans des phases de range. Ce qu'on observe également, c'est des zones intéressantes qui sont des zones de creux, vous voyez, des zones d'expansion. Voilà, vous voyez, juste ici, comme là, 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 ou là. D'accord? Des zones sur lesquelles on a vraiment des phases d'expansion de l'argent, des phases où l'argent augmente très fortement, et donc on vient faire baisser ce ratio. D'accord? L'argent augmente beaucoup plus vite que l'or, et donc on vient faire des creux comme ça. Bon, maintenant je vais vous afficher ici le gold sur une nouvelle échelle de prix pour vous montrer un petit peu sur, que c'est pas anodin. D'accord? Bon, ici, vous voyez que les 3 gros bull runs de l'or sont intervenus pendant ces phases-là. Alors je vais passer en mensuel pour qu'on y voit un petit peu plus clair et qu'on est tous sur une même chart. Et on va passer l'échelle en logarithmique. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, regardez, on a eu 3 bull runs sur l'or. 3 vrais gros bull runs. On a eu le fameux bull run de 1980 qui a fait passer l'once d'or de 100 $ à 700 $. Vous voyez ici, on a eu une expansion importante qui est intervenue quand? Pile poil au niveau de notre top. On a eu ici une phase de retournement, mais là où je voulais justement parler, c'était surtout sur les phases de bull run. On a eu 3 bull runs, celui-ci, celui-ci et celui-ci, avec à chaque fois, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé évidemment par une augmentation rapide de l'argent par rapport à l'or, qui se traduit du coup par une baisse de ce ratio. Alors pourquoi on a ça? Eh ben, de la même manière que vous êtes investi dans la crypto, vous le connaissez très bien, ce schéma de rotation du capital avec du coup l'argent du Bitcoin, donc Bitcoin augmente, puis Ethereum augmente, puis les big caps, puis les mid caps, puis les small caps, etc. et jusqu'au même coin. Eh bien, ce qu'on a ici sur le secteur de la crypto, c'est pas une anomalie. C'est évidemment une traduction de la psychologie des investisseurs qui se traduit évidemment dans l'ensemble des marchés. Et là, c'est ce qu'on a sur les métaux. Sur l'or, vous voyez qu'on a eu ici une phase expansive importante de l'or pendant un certain temps. Donc l'or augmente plus vite que l'argent, puis l'argent rattrape l'or, le ratio baisse, et c'est généralement nos phases de top. Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est exactement ce qu'on a eu pendant ces 3 phases-là. Et donc très vraisemblablement, comment ça se produit? Donc je vais vous montrer ça en weekly. On va regarder ça. Comment ça se produit à chaque fois sur ces phases de top? Eh bien, ça se produit par la pose d'un bottom sur ce ratio. On a un W qui vient tout simplement traduire du retournement de marché. Hop, on a un W qui, lui, vient nous montrer qu'on a eu une phase excessive. Et quand ce ratio augmente, c'est que ça y est, on avait énormément vu augmenter l'argent par rapport à l'or. Puis ça y est, l'argent corrige, l'or corrige mais moins. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un retournement de ce ratio sur un moment où justement l'or vient marquer son top. Sur le bull run de 2011, d'accord, qu'est-ce qu'on a eu?
bah, on a eu la même chose. Vous voyez que, hop, ici, je l'ai perdu. On va regarder ça ensemble. Ici, on a eu une augmentation vraiment parabolique de l'argent. L'argent corrige pendant un moment où, du coup, l'or, lui, continue d'augmenter. On a, du coup, ici, un retournement qui prend place. Et là, ça y est, c'est le moment où on a le vrai retournement et la cassure avec le bear market, qui généralement dure 2 ans et qui vient voir le prix de l'or corriger d'environ 50% à chaque fois. Donc ici, on est à plus de 5000 l'once. Donc on pourrait passer aux alentours des 2005, 2006. On verra où se trouve notre top. Mais vous voyez que là, bah, on est en pleine phase d'accélération massive. Mais sauf que ça ne va pas durer indéfiniment. L'argent est en pleine phase parabolique. Sauf que l'or, bah, il y a bien un moment où elle va reprendre le dessus sur l'argent. Elle va augmenter plus vite ou baisser moins vite. Et là, on aura ici à ce moment-là une phase de retournement. On va basculer en horaire. Pour le moment, enfin en daily, ici une bougie égale un jour, on voit qu'on est toujours dans cette tendance. Sauf que l'accentuation de cette tendance, le fait qu'on ait cassé ici la structure avec des creux, des tops, etc., la tendance baissière, là on a vraiment une phase de baisse massive. Et ça, c'est toujours pareil. Alors en termes de niveau de prix, on ne peut pas savoir où ira l'or. Est-ce qu'il va aller à 6 000, à 7 000, à 8 000, à 10 000 dollars l'once? Je ne peux pas vous dire. Par contre, ce qui est très probable, c'est qu'avant la fin du premier semestre de l'année, bah, on ait marqué notre top sur l'or. Et en tous les cas, ça ne va pas durer un an. D'accord? Donc ici, le top de l'or sera très vraisemblablement sur l'année 2026. Hein, d'accord? Il y a plus de 90% de chances que le top de l'or soit marqué sur cette année 2026. Et là, bah, évidemment, à ce moment-là, on aura donc une rotation de capital. Si on regarde un petit peu la capitalisation de marché, l'or représente une capitalisation actuelle de 35 000 milliards de market cap, d'accord, comparativement à Nvidia qui représente un petit peu moins de 5 000 milliards. Bah, ici, on a du coup une capitalisation qui est sensiblement plus importante que l'ensemble des autres composantes du marché. Et donc évidemment, quand l'or va corriger, quand l'argent va corriger, hein, qui représente du coup plus de 40 milliards de 40 000 milliards de market cap, eh bien, ces 40 000 milliards, alors quand ils vont être corrigés, il y a des choses il y a pas forcément toute cette capitalisation-là qui va aller sur les autres capitalisations, d'accord? Il y a des fois, on détruit la capitalisation tout simplement parce que bah, si vous avez acheté 100 et que vous vendez à 1000, même si ça a valu 2000 pendant un certain temps, vous n'exécutez que la transaction à 1000, d'accord? Donc je ne sais pas si je suis clair, mais ces 35 000 milliards, c'est de la market cap théorique, c'est pas de la market cap réalisée. Donc ici, évidemment, quand on va avoir de la vente, on va pas avoir, si on a une baisse de 30%, on va pas avoir 10 000 milliards qui vont se retrouver chez Nvidia, Apple, etc. On peut avoir une baisse en valeur absolue. Mais par contre, il va y en avoir quand même. Il va y avoir des personnes qui actuellement ont investi, ont fait des plus-values et qui vont voir leur fonds du coup débloqué parce qu'ils vont se dire bon bah non, là on est sur notre top, on a marqué notre top. On rentre en bear market sur l'or, je prends mes profits, je m'en vais. Bon, bah évidemment, ces profits-là, ils vont être réinvestis. Alors, une partie va être sécurisée sur des monnaies fiduciaires, du dollar, de l'euro, ce que vous voulez. Et une autre partie vont être investies sur Google, Apple, dans les marchés obligataires et, évidemment, dans le Bitcoin et les marchés et le secteur des cryptos, évidemment. Et donc, à ce moment-là, on devrait avoir du coup, comparativement aux métaux précieux, d'accord, bah on devrait avoir du coup justement un rattrapage du Bitcoin. Et ça intervient du coup dans un moment qui est particulièrement intéressant, un moment sur lequel on a vu le bilan de la Fed est en train d'augmenter. Donc la fin du quantitative tightening nous montre qu'on arrive justement à la fin de notre niveau d'un point de vue macroéconomique. On arrive sur le début de la planche à billets et un moment où on arrive d'un point de vue macroéconomique dans une situation particulière où l'inflation est en très net recul. Vous avez ici une inflation qui avait atteint une inflation year on year, donc sur les 12 mois glissants de 2,7% de taux d'inflation. Et nous sommes déjà actuellement à 1,2% d'inflation sur les 12 mois glissants, ce qui est très faible, d'accord? Alors évidemment, c'est quelque chose, quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que le mandat de la Fed, je vous le rappelle, c'est toujours les deux choses qui sont
garantir une inflation relative au niveau des 2% par an, de rythme annualisé, et maintenir un taux de chômage et un rythme de chômage qui soit suffisamment bas pour garantir du coup une constante employabilité des Américains, une constante augmentation du PIB, de la santé économique américaine en règle générale. Donc la santé économique américaine et le chômage, c'est généralement antinomique de l'inflation, c'est-à-dire quand l'inflation baisse, c'est généralement des phases de récession. Si on a des phases de récession, c'est généralement entraîné par, si vous avez moins d'argent, moins de profit, récession, moins de croissance, vos entreprises font moins de profit et donc vous licenciez. Et donc généralement, vous avez des personnes des entreprises qui vont se retrouver avec une mise à la porte d'un certain nombre de leurs salariés. Et donc, c'est exactement ça qu'il va falloir surveiller. C'est est-ce que cette baisse de l'inflation, d'accord ? Donc, on va petit à petit se préoccuper du risque de désinflation, qui lui est pire que le risque d'inflation, parce que vous vendez moins cher qu'auparavant, donc vous ne pouvez plus employer, vous ne pouvez plus investir, vous êtes bloqué, d'accord ? Et donc ça, c'est vraiment un gros risque pour les marchés en règle générale, pour les marchés financiers, mais aussi pour l'économie réelle. C'est un réel risque. Donc ça, c'est quelque chose qu'a largement en tête Jérôme Powell et la Réserve fédérale américaine en règle générale. Ils vont essayer de garantir que l'inflation reste stable. D'accord ? Donc là, ça avait été le cas à l'époque, en janvier 2025, on avait eu une baisse massive du taux d'inflation. Et on avait eu un retournement à l'époque, aux alentours du mois d'avril. Pourquoi ? Parce qu'on avait eu une introduction, même si ça a été temporaire, même si ça a été que sur quelques pays, etc. On avait eu un retour des droits de douane qui a introduit une légère reprise de l'inflation. C'était pas massif, mais ça a justement, c'est venu nous restabiliser aux alentours des 2,7% d'inflation. Bon, maintenant, il va quand même falloir regarder parce que là, on a des informations qui vont avoir lieu cette semaine sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, mais on va surtout avoir la semaine prochaine énormément d'informations macroéconomiques sur l'employabilité. Le rapport Jolt sur les nouvelles offres d'emploi de décembre. Alors ça, décembre, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Mais par contre, on va avoir des informations sur janvier. La création des emplois non agricoles. On va avoir aussi la création d'emplois dans le secteur agricole, non agricole. On va avoir le taux de chômage global de janvier, etc. qui vont être affichés. Et donc ça, évidemment, Jérôme Powell va s'en soucier pour savoir si il décide ou non de maintenir son rythme de baisse de taux à ce qu'il a annoncé pour le moment, c'est-à-dire aux alentours de 2 baisses de taux pour l'année 2026, avec une première baisse de taux qui interviendrait du coup au début du second semestre, réunion du 17 juin ou la réunion du 29 juillet. Là, ici, vous avez les taux de probabilité d'avoir une baisse de taux. Donc là, vous n'avez pas de baisse de taux, puisque les taux actuels sont entre 3,50 et 3,75. Donc vous n'avez absolument pas de baisse de taux qui sera annoncée mercredi, 97,2% de probabilité de rester sur les taux actuels. Et vous avez ici, sur la réunion du 18 mars 2026, toujours aucune probabilité, 84%, 70%. Et il faut attendre uniquement ici le 17 juin pour n'avoir que 40% de proba de rester sur les taux actuels. Donc c'est quand même non négligeable, 40% de proba. Ça veut dire que vous avez un peu plus d'une chance sur deux d'avoir une première baisse de taux sur la réunion du 17 juin. Et vous avez à peu près 3 chances sur 4 d'avoir une baisse de taux sur la réunion du 29 juillet. En tous les cas, ça, il va falloir regarder parce que, évidemment, Jérôme Powell, s'il continue de voir l'inflation chuter énormément et surtout semaine prochaine, des chiffres sur le chômage, s'il commence un petit peu à faiblir, si ça commence à baisser, là, ce sera réellement un sentiment particulier pour Jérôme Powell de se dire attention, il ne faut pas que je sois en retard. Il ne faut absolument pas que j'intervienne trop tard, puisque évidemment, dans la finance, c'est instantané. Vous pouvez décider d'acheter ou de vendre sur votre broker de manière très très simple. Mais quand vous êtes dans une entreprise, si vous voulez décider de contracter un prêt pour investir parce que les taux ont baissé, etc., et que vous vous dites finalement les taux sont plus faibles, donc on peut se décider à investir dans une nouvelle machine, investir dans l'emploi de nouvelles personnes, etc., ça intervient du coup dans un second temps. Et ça intervient généralement au bout de plusieurs mois. Vous allez faire une première réunion interne, vous allez mettre ça à l'ordre du jour du prochain CODIR, etc. Enfin bref, ça met du temps. Et donc ça, c'est ce que ne veut pas Jérôme Powell, c'est d'agir trop tard
et que pendant tout ce temps de décision de la part des leaders des entreprises, ben pendant tout ce temps, ben on se retrouve avec des phases où justement ben, l'emploi baisse, le taux de chômage augmente, l'inflation baisse, et là on prend le risque d'une récession violente. Bon, ça intervient dans un moment, du coup, tout ça, hein, un moment un peu particulier, un moment dans lequel ben, on est sur notre bad range sur Bitcoin, pour le moment on se stabilise plutôt bien, et un moment dans lequel on a eu quelque chose dont je vous parlais du coup dans le cours de cette vidéo, une news très très importante, en tout cas un indicateur qui vient de clignoter. Alors je vous l'affiche un peu en avant-première, hein, c'est celui-ci, les pertes réalisées. Les pertes réalisées sur la journée du vendredi 23 janvier 2026, il y a 3 jours, vendredi dernier, on a eu une prise de perte massive, d'accord? Ça, c'est un signal d'habitude de capitulation majeure. Vous voyez qu'on l'avait eu ici, sur notre capitulation. Alors en plus, il faut le prendre un petit peu avec des pincettes, hein, cet indicateur-là, excusez-moi, je suis toujours sur ma réunion de la Fed, sur cette journée du coup du 22 novembre 2025, on avait eu une migration de Coinbase. Hein. Vous vous souvenez, Coinbase a décidé de changer les portefeuilles, certains de ses portefeuilles, donc ça a fait un transfert de pratiquement 60 milliards de dollars, d'accord, 60 milliards de dollars de transfert de cash et de Bitcoin et d'Ether de portefeuille A vers un portefeuille B, d'accord? Bon, c'était un lot de portefeuille vers un autre lot de portefeuille, et donc ça s'est vu dans cet indicateur qui est venu justement nous indiquer des prises de perte, parce qu'en fait, vous aviez énormément de portefeuilles qui ont été transférés, qui étaient en perte, qui sont basculés sur d'autres portefeuilles. Alors ça peut être assimilé à de l'achat, mais en fait, c'est pas de l'achat, c'est juste du transfert d'un point A à un point B. Les réserves de Coinbase ont été simplement déplacées. Et c'est pour ça qu'on voit ici une prise de perte très importante, mais si je vous montre ici les profits réalisés, on voit ici aussi des profits réalisés importants. Parce qu'on a énormément de portefeuilles qui ont pris des profits, parce qu'on a eu un transfert de portefeuille, certains étaient en profit, certains étaient en perte, ça a fait de la prise de profit et de la prise de perte. Ce qu'on voit ici par contre, sur la journée du 23 janvier, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de profit. Très très faible, d'accord? Il n'y a pas eu de prise de profit. Par contre, il y a eu une prise de perte très très importante, d'accord? Donc là, il y a eu vraiment une capitulation de la part de personnes. Si vous avez vendu vendredi et que vous avez l'impression, si ça vous parle parce que vous aussi vous avez vendu vendredi, eh bien, sachez que vous n'êtes pas tout seul, puisqu'on parle ici de tout simplement 4,9 milliards de prises de pertes sur la journée de vendredi. Et il faut revenir à des mouvements vraiment, vraiment lointains pour revenir sur des niveaux similaires. En termes de valeur absolue, vous voyez que ici, il faut reprendre ici des niveaux, enfin même en août 2024, même ici sur la panique liée aux droits de douane en avril 25, même ici sur du coup cette phase ici, sur la faillite de FTX, sur la faillite de Terra Luna, etc. Sur toutes ces phases-là, on n'avait pas eu autant de prises de pertes qu'à ce moment-là. Et donc si on observe ici une prise de perte aussi importante dans un moment où, on le voit sur la journée du 23 janvier, on n'a pas eu de mouvement particulier, hein. Le prix est resté assez stable, on a eu un peu de volatilité certes, on a fait un joli doji avec une mèche assez contenue quand même, et donc on a stagné aux alentours des 89 600 $, et pourtant, on a eu une prise de perte très très importante. Donc j'ai vérifié, hein, avant de vous communiquer ça, j'ai quand même regardé si on n'avait pas eu de migration de la part d'un exchange, si on n'a pas donc eu quelque chose de particulier. Il n'y a rien eu. Donc a priori, il n'y a pas de mouvement particulier qui vient d'un exchange ou qui vient d'une entité qui aurait annoncé des migrations de portefeuille, etc. Alors effectivement, c'est ce qu'on voit hein, quand on reprend du coup cet indicateur-là de pertes réalisées. Vous voyez que là, on avait eu beaucoup de pertes réalisées là aussi. Et je vous disais, hein, sur les profits réalisés, là, on en avait eu aussi. Donc ce qui montrait justement qu'on avait eu un transfert. Et là, on n'en a pas eu. Donc c'est réellement assimilé à une capitulation. Et si on regarde ici sur d'autres indicateurs, donc par exemple ici, je vais vous montrer ça sur, juste là. Donc les short-term holders SOPR, donc la prise de profit ou la prise de perte de la part des holders de court terme. Donc on va zoomer ça ensemble et on va regarder. Donc là on est sur une échelle relative à la market cap, et vous voyez que là on a eu quelque chose de vraiment sensible. Hop, ici si je zoome, on a eu une prise de perte donc comparable à cette zone-là, on en a reparlé. Donc ici, c'est une prise de perte qui est quand même très très importante. Vous voyez
comparativement, hein, si on regarde d'un point de vue relatif par rapport à la capitalisation du Bitcoin, bah, c'est quelque chose de très très important. On a eu une situation relativement similaire le 5 août 2024. À l'époque, Bitcoin valait 54 000 dollars. On avait eu une phase de capitulation importante, d'accord? Il faut revenir sinon à des mouvements, même la faillite de FTX, même la faillite de Terra Luna. Si, la faillite de Terra Luna était supérieure en termes de capitulation à ce qu'on a eu ici. Sauf que vous voyez, à chaque fois, ça intervient dans des phases de crack, dans des phases vraiment de baisse très très importantes. Et là, bah, c'est pas du tout ce qu'on a eu. Là, on a eu une phase de capitulation dans un moment où on a eu du coup une absorption de toute cette vente, puisque bah, le prix a stagné. Alors certes, depuis, il a un petit peu baissé. On est venu récupérer la zone de liquidité bah, qu'on avait identifiée juste là, hein, au niveau des 86-87 000 dollars. Évidemment, bah, on est venu s'en nourrir. Pour le moment, ça tient, hein, vous voyez qu'on rebondit dessus, donc c'est positif de voir que sur ces niveaux de prix-là, bah, c'était juste une prise de liquidité. Donc là, les exchanges se sont bien nourris des milliards qu'ils ont pu récupérer à ce moment-là, sur un moment où il n'y avait absolument aucune liquidité, hein, puisqu'on était dimanche dans la fin de soirée, d'accord. Donc il y avait absolument tous les marchés qui étaient off. Donc on a eu juste une réouverture du CME et hop, une prise des liquidités. Donc super quoi. Donc vraiment, on a pu absorber toute la liquidité qui était sous ce creux-là, ce qu'on voit juste ici, et pour le moment on repart à la hausse. Donc tant qu'on maintient ici ce creux-là et qu'on garde ici bah, les achats ici qui ont été faits aux alentours des 89 500, bah, tant qu'on garde tout ça, cette absorption et ces niveaux de support, bah, la probabilité la plus importante reste une probabilité de hausse. Et donc là, vous avez mon point de vue. Je pense que nous sommes dans une phase où la probabilité la plus importante est une phase de hausse. Tout simplement ici, puisque nous sommes dans un range. On l'a vu ici, donc les deux zones ici qu'on avait identifiées, on était sur notre haut de range ici. Il y avait un risque, on avait franchi ici à la hausse, il y avait eu un vrai mouvement important et intéressant. Il y a eu une capitulation, certes, un retour baissier, les droits de douane en Europe, etc. Bon, Trump a encore un petit peu sévi, mais vous voyez qu'on est maintenant sur un retour en bas de range. Et vous savez, on achète le bas de range, on vend le haut de range. On achète sur support, on vend sous résistance. Donc ici, évidemment, la probabilité la plus forte est de rebondir sur cette zone-là. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut rester permaboule et se dire ça va monter, ça ne faire que monter. Il faut être quand même prudent. Mais ici, on a quand même pas mal d'autres indicateurs. Je vous montre par exemple celui-ci. Là, on est sur la pression des order books. Je suis sur le contrat de Coinbase, d'accord. Donc là, je suis en échelle de temps 1 heure. On va dézoomer un petit peu. On va se mettre en 4 heures. Vous voyez que ici, on avait des pressions de vente à l'époque quand on était au niveau des 97 000. Ici, ce que vous avez en jaune, c'est une intensification soudaine de la pression sur les order books. Et vous voyez que on avait eu ici une pression importante qui nous avait rejeté. Et depuis, vous voyez juste là, on a eu des achats à partir d'ici. Et ici, quand on est venu récupérer la zone des 85-86 000 dollars, enfin 86 000 dollars, on est venu récupérer ici la liquidité dans un moment où on est venu absorber tout ça sur Coinbase, mais c'est également le cas sur le contrat de Binance, ici BTC USDT Spot. Vous voyez que juste là, on a eu une belle pression acheteuse juste là, vous voyez le vert qui s'intensifie. Et ici, juste là, pareil, du jaune qui nous montre que Binance est en train de soutenir l'achat. Donc vraiment, à ce moment-là, on a de l'achat sur Binance, sur Coinbase. Donc c'est vraiment, si vous avez vendu vendredi et que vous reconnaissez justement dans cette prise de perte importante qu'on a eu, qui a eu lieu du coup sur la journée de vendredi, eh bien, sachez que déjà, vous n'êtes pas tout seul, hein, un grand nombre d'entre vous ont vendu. Et ici, c'est intervenu dans un moment de panique. Vous voyez ici Coinbase Premium qui indique du négatif, vraiment, vraiment négatif. Hein. On n'avait pas eu ça depuis un long moment. Hein. Les droits de douane de Trump n'avaient pas généré un mouvement de panique aussi important sur Coinbase. Donc vous voyez, hein, c'est quand même dangereux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Pour information, on a décidé d'introduire un paiement
annuel sur le cercle d'investissement. Donc ça vous permet de profiter d'une offre assez importante, hein, puisque on a décidé du coup de mettre quasiment voilà, un tiers de moins. Donc c'est-à-dire que sur les 12 mois de l'année, vous n'en payez que 8. Donc vous avez 4 mois qui vous sont offerts si vous souscrivez à l'offre annuelle. Donc je vous invite à cliquer sur les liens en description pour retrouver ça directement du coup en bas de notre page de présentation de notre cercle d'investissement. Le cercle d'investissement, c'est là où je partage justement toutes ces analyses-là de manière quasi quotidienne, hein, avec des briefs privés. Là, on sort d'un brief de 1h20, je sors d'un brief de 1h20 avec du coup les membres du cercle d'investissement où on va bien entendu beaucoup plus dans le détail. On partage la stratégie altcoin, mon pourcentage d'exposition au marché, mes prises de position, les moments où j'achète, les moments où je vends, la pédagogie, etc. Les alertes évidemment en temps réel. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez du coup la possibilité de nous rejoindre. Et voilà, pendant les 30 prochains jours, donc pendant le mois à venir, on va garder cette offre du coup temporairement de paiement annualisé. Après, il y aura toujours une offre annuelle, mais elle sera plus chère, d'accord? Donc là, on fait un petit discount pendant le mois de février, donc la fin du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de février, pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, hein, qui hésitaient, bah voilà. Au moins ça vous permet de payer une seule fois et d'être garanti de rester dans le cercle d'investissement de Medusa pour l'ensemble de l'année 2026. Voilà, je vous remercie, passez une bonne semaine, restez attentifs au marché, et voilà, on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines, à voir. Je vous remercie, au revoir.